faut l'enfermer. C'est pas possible. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast NBA Extra. Vous en avez l'habitude. On est ensemble pour environ 30 minutes pour débriefer, analyser l'actualité de la NBA. Et aujourd'hui, avec moi, un duo de choc. Jacques Monclar, Rémi Reverchon. Ouh là là. Bonjour à tous, salut Nico. Bonjour coach. Monsieur Rémi. Ah, c'est une première ce duo cette saison dans le podcast. C'est vrai, on l'avait fait l'année dernière, pas cette année. Pas Ouais. cette saison, non, C'est c'est le retour. L'ignoble avec Marie, alors c'est ça. Exactement. L'ignoble étant que vous avez émotion, ça mérite d'être rappelé. Oui, deux personnes différentes. Tout à fait. Au programme aujourd'hui, on va parler d'un homme qui pourrait affoler la Ligue ces prochaines semaines, en tout cas jusqu'à la trade deadline. Un certain Zach LaVine. Chicago pourrait être en reconstruction et Zach LaVine pourrait surtout être très, très demandé. On parlera aussi des équipes du futur, ces formations, ces franchises qui sont possiblement amenées à dominer la NBA ces prochaines années. Et on fera notamment un petit tour du côté du Thunder d'Oklahoma City. Et puis on parlera à la fin d'un homme et d'une franchise, Washington, qui a tenté le coup cet été avec Jordan Poole. Était-ce une bonne idée ? On en parlera en fin d'émission. Petit jingle, et puis on démarre. Il va shooter. Zach LaVine, 28 ans, sous contrat jusqu'en 2026 avec une player option jusqu'en 2027. Oui, mais voilà, les Bulls sont 12e à l'Est, 5 victoires, 10 défaites sur ce début de saison. Ils avaient terminé à la 10e place l'an passé, éliminés par Toronto dans le play-in. Chicago, possiblement, s'avance vers une reconstruction et Zach LaVine pourrait être sur le marché. Je commence par toi, Rémi. Est-ce qu'il y a des équipes qui devraient tenter le coup avec Zach LaVine d'ici février ? Alors, pour qu'un trade puisse se faire, il faut que deux équipes se mettent d'accord. Déjà, il faut qu'il y ait un vendeur et un acheteur. A priori, ça marche comme ça. Le vendeur, je pense qu'il est évident. Quand on dit qu'il pourrait être sur le marché, je pense qu'il est sur le marché, Zach LaVine. Je pense que Chicago est en rebuild, que l'équipe est en train d'exploser. Pour en avoir discuté un petit peu, vous savez que j'ai des accointances dans cette équipe-là. Voilà, on est conscient à Chicago qu'il faut bouger. Maintenant, quand on cherche à identifier quelles équipes pourraient accueillir Zach LaVine, il faut voir un peu ce que le mec t'apporte et ce qui te coûte aussi. Alors, ce qui te coûte en termes d'argent, on le sait, tu l'as dit, le salaire, le contrat est énorme. Il faut avoir de la place sous le salary cap. Maintenant, qu'est-ce qu'une équipe doit avoir pour accueillir Zach LaVine ? Elle doit avoir besoin d'un shooter qui est d'un scoreur plutôt, qui est très complet. Zach LaVine, il ne faut pas oublier cette histoire-là, que c'est un attaquant de très haut de gamme qui est capable de shooter longue distance, qui est capable de driver, qui est capable de mid-range aussi. Donc c'est un attaquant supérieur, qui est un défenseur faible, mais qui t'apporte du scoring et de l'impact immédiat. Donc moi je pense que les équipes qui veulent accueillir Zach LaVine, sont prêtes à accueillir Zach LaVine, ont besoin d'avoir une défense qui est déjà un petit peu en place pour compenser ces manques qu'apportera Zach LaVine. Et idéalement, un meneur de jeu déjà en place aussi. Parce que je sais qu'on nous le vend comme meneur de jeu en ce moment, mais j'ai l'impression que c'est pas du tout un meneur de jeu, moi, Zach LaVine. Et donc, une fois, alors j'ai bossé un peu là-dessus, j'ai réfléchi quand tu nous as parlé des thèmes hier, et une fois qu'on a identifié ces points, les équipes que je vois ressortir là-dedans, j'en vois deux principalement, moi. Je vois Miami, assez clairement, qui a de la défense évidente avec Bam, avec Jimmy Butler, voilà. Qui a besoin de cet impact aussi scoring complet. Jimmy Butler est pas par nature un scoreur, même s'il fait des pointes. Et ça va te faire marrer, Jacques, j'aurais ton opinion, mais je verrais bien les Knicks tenter le coup, où tu as quand même un peu plus de défense cette année. Tu as un meneur qui est ultra installé désormais en la personne de Jalen Brunson. On sait très bien que tu ne seras pas champion NBA avec l'effectif actuel. Il y a un doute autour de plus qu'un doute autour de Julius Randle. Donc je me dis que ces deux équipes pourraient faire l'affaire. Je crois plus du tout en tout cas en la rumeur Lakers. Voilà. Jacques, ton avis, Zach LaVine aux Knicks ? Voilà, j'ai pas droit au début de la question. Si, on peut repartir depuis. Moi, ce qui me gêne un peu là-dedans, c'est que on nous prend pour des truffes à Chicago depuis un moment, quoi. Parce que c'est pas au bout de 15 matchs de saison régulière que tu te rends compte que ton duo LaVine de Rosanne, il va dans le mur depuis un moment, depuis en gros qu'il n'y a plus Lonzo Ball. Donc s'ils doivent se débarrasser de l'un ou de l'autre ou des deux ou quoi ou qu'est-ce, ils vont pas faire recette à ce moment de la saison, parce que c'est un joueur, dans tout ce que dit Rémi, on se rend compte qu'il a beaucoup la balle en main. Donc si tu prends ce mec-là, combien tu vas perdre dans ce que tu as comme fonctionnement. Pour que lui, il accepte de jouer un autre rôle que la première option, il faut taper dans du très lourd.
du très installé. Miami peut être un endroit où on passe à la moulinette. Solidarité, coach, Jimmy Butler, on sait où on est. Les Lakers, désolé Rémi, font partie de ces endroits où avec LeBron et le tampon des Lakers, ils sont au garde à vous et on n'a pas trop d'état d'âme. Mais pour tout le reste, difficile, hein ? Difficile. Alors les Knicks, c'est un jeu atypique, c'est un jeu qui n'est pas du tout dans son registre, il pourrait être une espèce d'accélérateur de particules, ça complètement sur les pieds de R.J. Barrett. C'est vrai que l'échec de Evan là-bas fait que ça pourrait, pourquoi pas, ouvrir une porte aussi, parce que derrière Quentin Grimes, qui est à peu près sûr, avec McBride, c'est court, Quickly, qui est encore plus meneur de temps en temps, c'est une pièce en l'air. C'est un effectif qui peut être amélioré facilement, mais Zach LaVine, il n'est pas facile à placer. Alors, au Knicks comme ailleurs, moi je dis que la franchise, il va y avoir une grosse réflexion. Je ne parle pas des équipes qui sont en dessous, où là il n'a aucun intérêt à aller. Après, il n'aura pas vraiment le choix non plus, et Chicago va essayer de récupérer la meilleure contrepartie pour ça, lui. c'est plus ou moins vrai. Désormais, on se rend compte qu'en NBA, même si c'est vrai, les joueurs sont clairement, typiquement, matériellement du bétail. C'est-à-dire qu'ils ont un contrat et ils vont théoriquement là où on les envoie. La réalité, maintenant, c'est qu'on sait que ça ne se passe pas comme ça. En coulisses, les joueurs ont du pouvoir. On l'a vu, on l'a appris récemment, et l'histoire du trade de Damian Lillard à Milwaukee, que ça avait parlé avant. Que Giannis et Damian Lillard s'étaient parlé avant, qu'il avait envie, Damian Lillard, d'aller là-bas. La réalité, c'est que les mecs, même si contractuellement n'ont pas le pouvoir, sur Milwaukee, ce serait plus. Il a accepté d'aller là-bas. Exactement. Voilà, c'était pas son premier choix. Voilà, après, Damian Lillard à son âge, savait. Milwaukee, il y avait pire comme destination. Non, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que même si tu as raison dans le fond qu'un contrat, c'est un contrat, tu dois le respecter. S'il voulait l'envoyer, je sais pas, à Memphis demain, je pense pas que Zach LaVine accepterait ça, quoi. Voilà. Mais il y avait un côté aussi service rendu pour Damian Lillard avec Portland, qui l'envoyait dans une franchise qui jouait le titre. Il y avait sur la joueurs côte qui ont est. des clauses de no trade, hein, mais Oui. elles sont rares. Elles sont très rares. Très très rares. Pour revenir sur Chicago, DeMar DeRozan, lui, il sera free agent à la fin de la saison. Donc ça. Oui, mais alors pourquoi ils font ça maintenant ? Ça fait quand même un moment qu'on sait que ça va pas. Il y a eu 2 étés. Même on s'est dit, bon, ils vont prendre du bestiau à l'intérieur. Niko Vucevic, il va pas rester. Même lui, il était un poil surpris, Niko Vucevic, quoi, il me re-signe, alors qu'on est tous dans un registre offensif, qu'on n'a plus de meneur. Je sais pas. Oui, c'est mal construit. Ah, mais t'as raison, t'as cité le bon nom, Jacques. C'est que là, on peut poser question du taf d'Arturas Karnichovas, qui est président, je crois, basket là-bas. Il a le même calendrier que tout le monde. Mais ouais, non, mais c'est complètement délirant d'avoir attendu aussi longtemps. Bien sûr que la re-signature de Niko Vucevic, c'était, moi, je suis très content pour lui parce que je l'adore, mais il se demandait lui-même ce qu'ils ont foutu les Bulls à lui reproposer 3 ans. On se demande comment ils construisent leur truc. Qu'on ait tenté au départ l'aventure DeRozan, LaVine plus Vucevic, je trouve ça pas con. Ça pouvait, ça aurait pu. C'était osé, C'était mais on avait déjà des doutes quand même. Dans l'idée d'un retour de Lonzo Ball. Bien sûr. Voilà. Toujours. Ils se font planter par ça, Voilà. c'est vrai, c'est terrible pour eux, mais c'est la réalité. Et pour lui surtout. Bien sûr. Mais le fait est que ça marche pas depuis 1 an et demi. Moi, je ne comprends pas. Je suis comme Jacques. Pourquoi ils ont attendu aussi longtemps pour faire péter le truc ? Après, c'est mieux vaut tard que jamais. Hein. Il vaut mieux qu'ils le fassent péter maintenant qu'attendre l'été prochain aussi. Ce qui serait ironique s'il allait à Miami pour retrouver Jimmy Butler, c'est qu'en fait, lorsqu'il est arrivé des Wolves en 2018, il faisait partie du trade en fait qui a envoyé Jimmy Butler à Minnesota. C'était en 2018. Il joue sa 7e saison, Zach LaVine, à Chicago, et on a l'impression que depuis son arrivée, Chicago n'a jamais passé le cap attendu. Il y a eu une participation aux playoffs avec une élimination au premier tour. Il y a eu ce play-in l'an dernier, mais en fait, ça fait effectivement déjà plusieurs années que Chicago plafonne. Et le bouton reconstruction, il aurait peut-être fallu appuyer dessus il y a déjà un an. En ce qui concerne Zach LaVine, ce qui est gênant dans le développement de sa carrière, c'est finalement le peu de matchs de haut niveau quand je dis haut niveau, c'est des demi-finales de conférence, c'est des matchs 7, des finales de conférence a fortiori, sans parler de finale NBA, avec le crédit qu'on lui a donné et qui montre régulièrement en attaque, il a eu accès à peu de choses. Donc lui aussi, là, c'est un moment charnière de sa carrière. Hein. C'est un moment complètement charnière de sa carrière. DeRozan en free agent, lui, on sait, il finira à peu près. Mais cette équipe de Chicago, où elle va Elle bosse mal. Je pense qu'on est conscient maintenant qu'elle bosse mal, cette franchise. Ça fait trop longtemps qu'on pose la question de Billy Donovan. Est-ce que c'est l'homme de la situation ? Puis il y a eu des erreurs de casting terribles. Quand il draft Patrick Williams, hyper haut à la draft,
qui a un flop. Aujourd'hui, on le sait, ils l'ont sorti du 5 de départ là-bas. Alors oui, ils n'ont pas de chance sur Lonzo Ball, mais c'est une franchise, ça fait mal au cœur, parce que c'est une belle franchise historique, Chicago, mais qui bosse mal. Depuis quelques années, ça bosse mal. Des joueurs c'est une superbe franchise. Des joueurs comme Caruso qui sortent des Lakers, ils arrivent là, ils ont de l'impact. Heureusement qu'ils ont encore un mec comme ça. Parce qu'il leur a amené des choses, mais c'est Kobe White qui est constant, ils ont eu le petit Dosunmu qui a apporté des choses, mais il n'y a rien qui se fait, quoi. Le gros Drummond que je crois pouvoir être utile beaucoup plus qu'il ne l'est, enfin je comprends pas bien quand ils ont associé les big men, enfin c'est illisible. Et d'ailleurs, Caruso, lui aussi, pourrait être très demandé. On parle d'ailleurs de lui pour possiblement un retour aux Lakers. Pour ça, il faudrait que Lavine se fasse. Bon, alors, si tu veux là-dessus, parce que ça excite beaucoup de monde, évidemment, Lavine aux Lakers. Évidemment. Pourquoi moi je pense que ça se fera plus? Déjà parce que c'est ce que je lis en ce moment, des insiders sur place qui disent que les Lakers ont l'air de focus sur le développement interne des joueurs actuels, etc. Et puis il y a une technicité qu'on a du mal à saisir tous, c'est les contrats, les signatures. Les Lakers ont prolongé plein de joueurs cet été et donc ne peuvent pas trader selon les types de contrats avant le 15 décembre ou le 15 janvier. Et le problème, c'est que les Bulls, est-ce qu'ils vont attendre si tard? Est-ce qu'ils vont attendre fin janvier pour trader, quoi? Est-ce qu'ils vont avoir le choix? Qui? Les Bulls. Ah bah, si on leur fait une belle offre d'ici là, ils la oui, prendront. D'accord, mais est-ce que vous pensez que sur le marché, ça va arriver comme pour le Black Friday? Ah non, mais je pense que c'est une très bonne question. Le problème qu'on n'a pas évoqué... Ils le mettent sur les trades au moment du Black Friday. Bon timing, mais il sera en promo, Zach LaVine. Le problème, c'est qu'avec un contrat pareil en plus derrière, tu vois, aux Lakers, tu veux le faire venir, mais ce sera ta troisième option. LeBron est intouchable cette année, Eddie est censé être la pierre angulaire de la franchise. Tu vas faire un trade pour un mec à 45 millions l'année sur 3 ans pour être ta troisième option. Oh, c'est chéro, hein. Même si c'est les Lakers, ça fait cher, effectivement. Et même quand tu arrives dans une autre franchise et que les autres, ils ont amené, tiens, prends les Knicks, où quand même il y a du caractère, il y a un petit côté Villanova aussi, c'est très Brunson, tout d'ailleurs, Randle s'y retrouve moins que les trois autres, t'arrives avec les 45 millions aux fesses. Il faut l'assumer, Ah ouais. Il y a intérêt à gagner, et on en revient à gagner quoi? Des matchs que j'ai pas trop joué en carrière. Donc moi, je veux aller dans... Lui, il marche vers l'inconnu, là, à tous les niveaux. Il marche pas dans l'inconnu au niveau de son contrat. Non, là, ça va, il est signé. Oui, ça l'avenir est serein. Il y a de la financièrement. visibilité sur ça. On reviendra vite à un débat qu'on avait eu à Rémi. Je dis, mais c'est quoi les stars? C'est quoi des contrats de stars? C'est quoi les contrats max? C'est quoi? Donner des contrats max, c'est bien gentil. Mais une fois que t'en as un dans une franchise et que ça marche pas, et le mec il doit partir, donc lui il va se pointer ailleurs avec un contrat max ou quasi. Mais il va y avoir embouteillage. C'est un débat passionnant, ça c'est vrai qu'on avait eu cette histoire-là de la facilité qu'a la NBA aujourd'hui à donner des contrats max parfois et qu'on discute de plein de mecs qui sont en train de monter et lui ce serait pas un contrat max et lui ce serait pas un contrat max et lui. Mais au final aujourd'hui t'as 30 franchises et on a l'impression qu'on parle de contrat max pour potentiellement 70-80 mecs. Oui, c'est plus ça. de 2 par franchise, tu vois, c'est trop, clairement c'est trop. Oui, un peu de discipline là-dedans. On parlait de l'inconnu pour Zach LaVine. L'inconnu aussi, c'est le futur de l'NBA. Quelles sont les équipes qui vont dominer la Ligue ces prochaines années? Les plus riches. Il ne faut jamais oublier ce paramètre. Après, on va parler basket. Et justement, on va parler de petits marchés. Là, on parle parfois des grands marchés, les Lakers, entre autres. Là, on va quand même s'intéresser à des équipes qui, sur le papier, ont un peu moins d'atouts au départ. De sex appeal. De sex appeal, exactement. D'endroits où on n'a pas envie d'aller jouer, par exemple, le All-Star Game pour Rémi. Indianapolis, c'est pas la ville la plus sexy des États-Unis. Que Yann Mahinmi connaît très bien. Extrêmement. Il a appris à pêcher. Voilà, il va être citoyen d'honneur, je pense. Et donc, on va démarrer avec Oklahoma City, qui est actuellement 3e de la conférence Ouest, 10 victoires, 4 défaites, et qui a un effectif extrêmement jeune, le 3e plus jeune roster de l'NBA, après les Pistons et les Spurs. Sauf que pour eux, on gagne quand même beaucoup plus de matchs, avec notamment Shai Gilgeous-Alexander, 25 ans, Chet Holmgren, 21 ans, Josh Giddey, 21 ans, Jalen Williams, 22 ans, et j'ai rajouté Lou Dort, 24 ans, et puis un joueur qu'on connaît bien aussi, Ousmane Dieng, 20 ans, qui a peu de temps de jeu, mais qui fait partie de cet effectif, très jeune.
tous draftés par le Thunder. Alors pour Ousmane Dieng, il était drafté par les Knicks, échangé tout de suite dans la foulée, mais bon, on peut dire que c'est le cas. Oklahoma City, est-ce que Jacques, c'est l'équipe sur qui il va falloir absolument compter dans la conférence Ouest ces prochaines années, vu le travail abattu depuis déjà, ça fait 3 saisons, il me semble, avec Mark Daigneault? Non, c'est une belle qualité de basket. Il y a des joueurs que, perso, j'adore là-dedans. Et puis, il y a le développement de Chet Holmgren qui va quand même très, très vite. Quand on voit la qualité des pourcentages, la qualité de jeu proposé, la qualité de résistance à pas mal de choses, même si on est en début de saison et que c'est de la saison régulière, ce que fait ce garçon est remarquable. Ouais. Harden, Westbrook, c'est Durant, marrant, j'allais parler de ça. Quand on Ibaka. est sur un cop-call de ce qu'on a vécu il y a 10 piges. Alors, je donne rendez-vous à tout le monde, même débat 2034. Voilà, c'est un cycle. Ils arrivent à ce moment-là. C'est hyper marrant Est-ce que tu penses la qu'ils même vont chose. aller au bout de l'histoire comme les autres qui ont été pas loin quand même, hein. Non, ça s'est arrêté pas en bien finale loin. en 2012. Et qui même après nous ont fait passer des nuits, on savait même pas si on allait chez eux ou si on allait à San Francisco. Enfin bref, ils ont livré quelques années de très très haut niveau. Est-ce qu'ils vont le faire ou pas le faire? Question. C'est marrant, tu vois. C'était déjà Sam Presti à l'époque aux commandes. Il est toujours là et il a accumulé les pics de draft, parce que j'ai pas parlé d'ailleurs de ça, mais il y a énormément de pics de En draft. gros, et pourtant c'est rare que je parle comme ça, où ils vont mettre de l'argent, péter la luxury tax, et ils iront au bout parce qu'ils garderont leurs meilleurs joueurs. Ou, Ils feront les mêmes erreurs. Mais le problème, c'est qu'ils pourront pas, c'est ça. Et t'as raison. Et moi, c'est marrant, je me suis fait la même réflexion, tu vois, en réfléchissant à cette équipe d'OKC. Le parallèle avec il y a 12 ans, maintenant, c'est 2011 qui font la finale. Oui, mais après, regarde, ça dure, hein, avec Durant. 2012, pardon, 2012, c'est Dallas. Ouais. 2012, mais ça dure après. Oui, mais ça dure après. Mais tu vois, ils font le choix salarial obligatoire de se séparer de James Harden d'abord, après de Serge Ibaka, etc. Et cette équipe-là, alors, elle a un truc un peu différent, c'est que son leader est plus avancé. C'est-à-dire que Shai Gilgeous-Alexander est plus avancé que Kevin Durant à l'époque, a déjà plus d'expérience. Mais on est dans le même schéma. Tes pépites, là, Jalen Williams, Chet Holmgren, dans 3 ans max, va falloir les payer. Et il y a un moment, tu pourras pas payer tout le monde. Si tant est que Shai veut rester, qui reste pour le coup un mec à un contrat max indiscutable, tu vois, contrairement à la discussion qu'on avait tout à l'heure. Et donc, je pense qu'on se retrouve. Alors, c'est dans ce contexte, ce scénario assez bizarre, tu vois, où t'es tenu entre deux murs, où d'un côté, tu te dis que t'as une équipe ultra talentueuse qui est en train de progresser, qui a un upside fantastique, mais t'as une fenêtre, bizarrement, assez courte pour aller jouer le titre. T'as 3 ans, je pense, pour jouer ce titre, avant de devoir payer tout le monde et d'être en galère, de devoir faire des choix dans tes joueurs. Donc, la question, c'est tu fais quoi de tous ces pics de draft que tu m'as dit là? Est-ce que dans les 3 ans qui viennent, Sam Presti, à un moment, va poser tout ce qu'il peut poser sur la table et dire ce que tout le monde attend: je trade pour une superstar, pour mettre à côté de Shai et à côté de mes jeunes, et all-in, on y va, on joue le titre? Ou est-ce qu'on reste avec ce groupe-là? Tu te dis que tu vises assez haut, comme il y a 12 ans, t'espères que peut-être que sur un malentendu, mais j'en suis pas convaincu. Est-ce qu'ils vont le faire, ce trade-là? Tu vois, que tout le monde attend pour une deuxième star. C'est ça la question, en fait. En tout cas, faut pas essayer de récupérer Zach LaVine, si tu veux Je suis pas persuadé. mon avis. Je suis pas persuadé que ce soit le bon choix. C'est pas le profil. Mais après, Zach LaVine n'est pas le joueur ciblé. Ce qu'ils doivent cibler, c'est un joueur qui connaît la route vers le titre aussi. C'est ce type... on se rend compte que les vétérans font du bien. Il y a une équipe qui s'améliore considérablement grâce à ça. C'est Houston. On allait en parler Et juste on après, voit ouais. que quand il y a de l'équilibre, un joueur déjà mature dans le basket, passé par la Turquie, Alperen Sengun est complètement comme un poisson dans l'eau, même s'il conserve ses lacunes défensives, qui doit vraiment se développer là-dessus. Mais en attaque, c'est en train de prendre une dimension très importante. Pourquoi ? Parce que Jeff Green, parce que Van Vliet, parce qu'aussi notre ami Ime Udoka. Dylan Brooks. Et oui, alors, lui, c'est encore autre chose. Je pense qu'il booste tout le monde. Tout le monde. Vous avez vu ce qu'il fait quand il fixe. Quand il regarde pendant les présentations d'équipe, là. Mais il booste LeBron aussi, donc c'est à double tranchant. Ouais, mais il est bon en face. Oui, très, Et très, il très est bon. en train d'acquérir le respect, même de LeBron. Si tu veux, Stephenson, à l'époque, il avait fait
un peu de cirque autour de LeBron, mais il n'avait pas fait ce que l'autre a fait aux Lakers, où il gagne 2-3 pommes sur une faute de fin de match, on va dire. C'est bien celui-là, hein, la faute. Oui, c'est ça. Donc après le Thunder, Jacques, du coup tu me fais une passe décisive, les Rockets, alors qu'ils sont à un stade moins avancé évidemment de ce processus, 8e à l'ouest, bilan équilibré à l'heure où on se parle, on est le mercredi 22 novembre, 6 victoires, 6 défaites, et avec Alperen Şengün, Jalen Green, Jabari Smith, qui sont eux aussi tous draftés par Houston. Ils ont ajouté Fred VanVleet et Dillon Brooks pour apporter cette expérience et cette maturité à ce groupe, avec Ime Udoka qui a très très bien rebondi depuis après son passage à Boston et les conditions dans lesquelles il était parti. Houston, c'est aussi une équipe qui grimpe à l'ouest, Rémi. C'est indiscutable, ça monte, et bien, c'est devenu agréable à voir jouer, plus que l'an passé ou ces 2 dernières années où c'était une bouillie de basket, personne ne voulait voir leur match. L'ajout des vétérans, comme l'a dit Jacques, est ultra important et fait une différence fondamentale. La progression terrible de Alperen Şengün est ultra excitante pour cette équipe. Maintenant, pour l'avoir passé le palier supérieur qui est d'avoir des ambitions fortes un jour, c'est-à-dire de passer les tours en play-off, sans même parler d'un titre. Le problème que j'identifie là-dedans, c'est que j'ai du mal à identifier la superstar de ce groupe-là, qui est censé être Jalen Green, j'imagine, mais qui pour l'instant me montre toujours pas ce potentiel-là. Ouais, alors, ouais. Vas-y. Je sais pas, Non, j'ai l'impression que tu peux pas viser au-dessus sans ça, sans un Kevin Durant. Jalen Green, parce qu'il a pris un retard considérable. Constate que sur Ignite, il faut pas tirer sur les choses que je maîtrise pas totalement, mais il me semble que Kuminga est arrivé avec du retard, que les gamins, ils sortent quand même, ils sont pas tout à fait prêts. Scoot Henderson, on n'en parle pas, et que Jalen Green, qui a fait partie de la première génération, il est arrivé pas fini, il est tombé dans un contexte de laisser aller total, et je suis gentil à Houston, et il a pris du retard. Mais je trouve que cette année, il est plus dans le registre, qu'il est en train de se développer, et là où je te donne raison, c'est qu'il faut que lui step up à la manière même s'il a pris du retard, beaucoup de retard, d'un Jason Tatum dans ce type de progression pour devenir, voire d'un Jaylen Brown pour devenir C'est ce qu'on lui promettait, ouais. un joueur comme ça. Sans ça, il y aura un joueur qui arrivera, parce que là-bas, il me semble qu'il y a des moyens financiers, la luxury tax, ils sont pas dans la même problématique. Il y a des équipes qui restent progressivement et qui visent pas obligatoirement les playoffs pour continuer à prendre des joueurs de haute draft. Mais il y en a, quand il y a des propriétaires qui envoient, ils se posent pas ce problème. S'ils peuvent progresser, Houston, et faire les play-in et gratter un strapontin, ils le feront. Ils sont dans une démarche, plus on veut gagner. On va rappeler qu'ils partent du même point de départ en termes de victoire que les Spurs, à 22 l'année dernière. C'est le premier objectif. Alors on a parlé de la conférence Une fois Ouest. qu'on a passé les 9 de Philadelphie. Oui. C'est il y a quelques années déjà, au tout début du process. Le beau process. On a parlé autre chose encore, ça. C'était un autre Philadelphie. On a parlé pas mal de Minnesota la semaine dernière avec toi, Rémi, et d'Anthony Edwards. Là, on est un peu pris par le temps, donc on va avancer et passer sur la conférence Est. Il y a une équipe sur laquelle j'ai voulu m'arrêter, c'est le Magic, qui depuis pas mal d'années est habitué à squatter le fond du classement. On a l'impression que depuis la draft de Paolo Banchero, il y a possiblement un nouveau cycle qui se met en place. L'arrivée de Jamal Mosley en 2021 aussi a contribué à tout cela. Là aussi avec une équipe très très jeune, Banchero 21 ans, Franz Wagner 22 ans, Jalen Suggs 22 ans ou encore Cole Anthony 23 ans, tous draftés aussi par le Magic. Est-ce que Orlando, à l'Est, dans les années à venir, est une équipe sur laquelle il va falloir compter ? C'est une bonne question, on peut l'espérer. Tu as bien fait de citer en premier le nom de Jamal Mosley, qui est l'un des coachs les moins connus, je pense, de NBA, dont le nom parle le moins au grand public, et pourtant il est de plus en plus apprécié de tous. J'ai vu que Rick Carlisle, qui est un peu le parrain des coachs, c'est le président du syndicat des coachs, disait du bien de lui. Il a été assistant pendant 7 ans de Rick Carlisle, en fait, à Dallas. Et il a loué un peu son travail sur ce début d'année à Orlando, donc ça veut dire quelque chose, c'est pas rien. Le développement des joueurs est intéressant. C'est une franchise Orlando qui attire pas grand monde. Tu n'attires pas des superstars free agent, tu es obligé de tabler sur des hauts pics de draft ou du développement de joueurs. Historiquement, il y a eu Shaquille O'Neal, il y a eu Penny Hardaway, il y a eu des mecs comme ça. Il y avait eu une tentative en trade avec Tracy McGrady et Grant Hill qui avait fait déjà une super team à l'époque, mais qui a jamais donné ce qu'on aurait espéré à l'époque. Banchero est dans ce registre-là, voilà, numéro 1 de draft.
tu construis avec des mecs autour qui se développent, des Franz Wagner aussi qui montrent plein de belles choses. C'est des pics hauts de draft, tout ça, qui te donnent un bel upside, c'est vrai, mais je verrais bien un développement un peu similaire à la Houston où à un moment ou à un autre, il faudra entourer de vétérans solides. Ça manque quand même de présence intérieure pour l'instant. Wendell Carter, c'est un petit peu léger, je trouve. Oui, Wendell Carter, c'est un peu léger. Il y a aussi, on va le rappeler, le retour de Jonathan Isaac qui change un peu le décor pour eux. Et puis, il y a des très très belles surprises de joueurs qui étaient un peu perdus. Il y avait eu Markel Fultz l'année dernière. Mais là, cette année, c'est Jalen Suggs, parce que Jalen Suggs, ils l'ont pris très haut en sortie de Gonzaga et il était quand même pas... il assurait pas, quoi. Et là, cette année, il met dedans. Il est impressionnant dans le développement, la sortie de jeu et tout. Et ils font avec le petit Cole, Anthony, ils font un bon relais. Ils peuvent même jouer ensemble. Bon, je tiens Franz Wagner en très haute estime, moi. Je trouve que c'est un joueur très complet. Et vous rajoutez que Banchero, dans un registre très physique, est un joueur très complet. Renforcé à l'intérieur, cette équipe-là, elle peut faire un sérieux dégât. Je vous rappelle qu'en ce moment, ils ont dans le 5 de départ Gogi Bitadze. Goga, ouais. Goga Bitadze. C'est un peu dur, quoi. Ouais, mais il gagne des matchs. Et le mec, il est bon. Donc ça veut dire qu'autour, et on en revient au coach, ça fonctionne. Ça fonctionne. Il y a des joueurs qui étaient dans le sac, qui arrivent, qui font des perfs. C'est une équipe qui est sur la montée. Ça fait plaisir. Tout le monde a les oreilles de Mickey. Quand il gagne, c'est content. Tout le monde content. Alors on peut rapidement aussi évoquer les Pacers avec Tyrese Haliburton. Alors ils me font rire. Ils te font rire, Jacques? Ils sont divertissants. Non mais j'adore. Voir les matchs, sais, c'est génial. Reprends les pastilles. Houston, Magic et Pacers, c'était pour moi assez... belle friandise à regarder jouer, et c'est vrai, il y a plein d'équipes comme ça qui... c'est très très fun à regarder jouer. Indiana, c'est drôle. C'est de l'attaque, ça met dedans, il y a un joueur de talent supérieur qui est Tyrese Haliburton, Évidemment. qui est vraiment un... Ils ont déjà, eux, on a l'impression, cette star, un peu comme à la manière du Thunder. Alors, il est plus jeune, Tyrese Haliburton, un peu plus jeune, pas... Que Shea? Ouais, Si, il est plus jeune. Un peu plus jeune, mais de pas beaucoup. Si, il doit bien avoir 2 ans de moins, facilement. Ils ont déjà ce joueur star, ce leader, donc c'est peut-être ce qui est le plus dur à acquérir aussi en NBA, d'avoir Qui est presque une anti-star, hein, d'ailleurs, parce que quand tu le croises, il y a plein de trucs, c'est une crevette déjà, Tyrese Haliburton, il est tout sec, tout fin, tu croises pas du tout un joueur NBA quand tu le croises, on a eu cette chance-là, nous, sur les All-Star Weekend. Il a un shoot qui est pas esthétique du tout, qui est très bizarre, même qui est pas... la première fois que tu le vois jouer en universitaire, tu te dis, mais c'est ça votre star, là, tu vois, Sacramento, son shoot, il faisait peur. Bah ouais, complet. Il a bien travaillé, ça va mieux, il le met, mais surtout, il met dedans, quoi. Bah, le truc, c'est il qu'il y met en a dedans. deux qui n'ont pas des très beaux shoots, mais qui mettent des shoots de cochon à 8 mètres 50, 9 mètres, et en série, c'est lui et la Melo Ball. Ouais. Quand ils sont un peu devant, on peut tout dire d'un shoot. Ils vont pas finir logo de la NBA, les deux, hein, ça c'est sûr. mais, Bon, ça tombe, ouais. Tant que ça tombe devant, oui, on s'en fiche, mettre hein, la dedans. façon. Et il faut être confortable. Hein. Ils sont confortables, mais qu'est-ce qu'ils mettent dedans et de loin. Mais ses plus grosses attaques de NBA de très loin. Ils se le cachent pas. Hein. Ils sont OK là quand ils tapent Atlanta cette nuit sur un score délirant. Ils le disent tous. Le pire, c'est même pas tant que ça défend pas. Enfin, on peut pas dire que ça défend fort hein, quand tu prends 156 points, mais ça ou 152. Mais c'est qu'ils mettent des shoots de haut niveau ces mecs-là quoi. Ils mettent dedans. T'as des mecs qui ont des qualités offensives plus et. Buddy, il vit sa meilleure vie dans cette Oh équipe. ah ouais, il est heureux lui là-bas. Oui, il a tous les tickets de shoot. Je suis pas persuadé, pour répondre à ta question, que Indiana sera un gros contender à l'Est d'ici 3 ans, mais je suis persuadé que c'est tu vois, la définition dans NBA Extra, ce qu'on appelle les équipes popcorn, qu'on sera ravis de les voir jouer à chaque fois. Oui, ils sont distrayants. Quand ils jouent très bien, ils peuvent attraper tout le monde dans un rythme de fou. Par contre, ils peuvent prendre une ou deux bonnes tôles quand ils passent à travers. Ouais. Voilà, c'est un happening quoi qu'il arrive. On va terminer par Jordan Poole, qui est lui aussi à sa manière un happening aussi. Oui. Voilà, Lui aussi divertissant. En continu, très très divertissant, qui fait rire aussi parfois. Jordan Poole a-t-il été la mauvaise idée des Wizards cet été? Récupéré, alors dans un trade à plusieurs équipes, on a envoyé Bradley Beal aux Suns contre Chris Paul. Chris Paul ensuite échangé aux Warriors contre Jordan Poole. Jordan Poole, il a 24 ans. Et après 4 saisons à Golden State, donc il est arrivé dans la capitale. Jordan Poole, pour le moment, c'est pas vraiment une réussite. Washington est 14e à l'Est, 2 victoires
11 défaites. Et il a des stats en baisse très large depuis sa signature. 39% de réussite au tir, 28% à 3 points et une moyenne qui dépasse à peine les 16 points par match contre 20 la saison dernière à Golden State. Jordan Poole à Washington, est-ce qu'on n'est pas loin de l'accident industriel pour le moment, Rémi ? Pour l'instant, c'est un flop, clairement. Je comprends pas comment tu tournais à 20 points de moyenne. Enfin, la vérité, c'est que je comprends très bien, mais c'est une déception que tu tournais à 20 points de moyenne à côté de Steph Curry, Klay Thompson, et t'en mets 16 à côté de Kyle Kuzma et personne à Washington. C'est clairement une déception. Ce qui m'embête dans cette histoire, alors on retient le trade de Chris Paul contre Jordan Poole, mais t'as raison, c'est qu'en fait, les Wizards ont transformé Bradley Beal en réalité en Jordan Poole. Et on pense qu'on veut de Bradley Beal, mais c'était quand même un mec qui portait cette franchise de Washington, Jordan Poole. 25-30. Ouais, et d'année en année, c'était lui. Alors, on peut lui reprocher plein de trucs, mais il portait cette franchise. Jordan Poole ne porte pas du tout cette franchise. On me l'avait vendu comme le potentiel meilleur marqueur de NBA cette année, on en est loin. L'attitude est pas bonne, il n'y a rien qui me plaît. Cette équipe est une... c'est mal de taper sur un sport qu'on aime tant, mais pour moi, cette équipe est un peu une blague. Autant il y a des gens qui sont divertissants dans la ligue, tu peux perdre des matchs. Memphis, ils se battent, les mecs... Autant Washington, je te dis, le seul truc positif que je retiens là-dedans, c'est l'éclosion de Bilal Coulibaly, parce que tout le reste, je trouve que c'est d'une tristesse sans nom, vraiment. On s'attendait à un feu d'artifice, en plus, avec Jordan Poole aux Wizards, il devait être le leader offensif, évidemment. Jones aussi. Oui. Ouais. Et pour le moment, c'est un seul match à 30 points, et il n'y a que 3 matchs sur 13 au-dessus des 20 points cette saison pour Jordan Poole, alors que, a priori, il devait être le leader d'attaque et l'option numéro 1. Tu sais, Nico, les chiffres servent à rien, là. Il suffit de regarder jouer. J'ai regardé jouer 2-3 fois. Parce que si tu fais l'amalgame des joueurs, il y a de quoi jouer. Hein. À Washington, il n'y a aucune discipline, il n'y a aucune envie collective. Il y a Wes Unseld Jr. qui contrôle à peu près rien, il me semble. Que Jordan Poole a déclaré que lui, il avait signé son contrat, il avait gagné une bague, il avait mis sa famille à l'abri, et que le reste, en gros, il s'en fout. Tu me parles de stade d'attaque, mais que le jour où il a mis 30 points, j'ai vu, il avait fait une passe, un rebond, il n'est pas concerné. Kuzma, lui, pourrait... il y a de quoi jouer, hein. Il y a des joueurs. Il ne s'agit pas de taper, cette franchise, elle est maudite. Là, pour l'instant, c'est un flop... alors accident industriel pour les Wizards, pas beaucoup plus que ce qu'ils vivent depuis un moment, mais plutôt pour lui, parce qu'il s'est perdu, je crois. Alors, est-ce que c'est avant ou après l'incident avec Draymond Green ? Parce que, quand même, dans cette histoire, au bout du bout, les Warriors ont désiré se séparer de lui, alors que s'il avait été couvert par la gestion précédente, c'était déjà Dunleavy qui a fait le trade en question. C'est là où tu as raison, c'est ça le fond du fond. C'est que le fond, c'est lui, il est perdu. Quoi. Si les Warriors décident de s'en séparer, et pour le coup, on a parlé de Chicago qui bossait mal, Golden State est une franchise qui travaille bien, on le sait maintenant, suffisamment depuis dernières années. S'ils s'en sont séparés, un joueur de ce talent-là, c'est que ça voulait dire quelque chose. Oui, et on le comprend maintenant. Raison, ouais. C'est une évidence. Et on s'est dit sur le moment, c'est parce que ça passe pas avec Draymond Green et tout, c'est que c'est pas un bon joueur de basket, Jordan Poole. Au début, c'est pas ça, je crois. Je sais pas. C'est un soliste. Mais oui, l'aventure, tout ça dans un groupe, ça marche pas. Non. Tu vois, on pensait, on s'était même dit, je sais pas, on en avait discuté dans NBA Extra au tout début sur son éclosion, quand il nous fait des gros cartons, son shoot élégant, il met dedans de loin, etc. On s'est dit, putain, c'est incroyable, le cycle Steph Curry va se terminer. Ils ont trouvé le nouveau avec Jordan Poole. Et on s'était emballé sur lui. Il y a un côté, c'est un peu tout ou rien aussi avec Jordan Poole, avec des shoots ce que je voulais très loin. Moi, depuis, il a eu une opportunité pendant 4 ans, en vivant des choses extraordinaires aux Warriors, d'être celui qui se développe à côté de Curry, qui au fil des années, mais il faudra être patient parce que l'autre, il est quand même encore, Stephen Curry est encore très excité. Voilà, et il avait tout pour être cette espèce de, entre Thompson et Curry, impeccable. Parfait, c'était billard. Bon, si il se retrouve dans la situation où il est, c'est que ce sont des problèmes hors jeu. Hors jeu, c'est qu'il n'a pas été capable de donner confiance. La décision des Warriors, elle concerne quoi ? La fenêtre de tir qui concerne Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Kevin Looney, Wiggins, toute la clique là des joueurs qui sont là, avec Kuminga qui lui s'est intégré. Ils veulent être champions. Et ils l'échangent contre Chris Paul. Ou alors là, tu réduis encore la fenêtre de tir. C'est là où on se dit que ça ne se résume sans doute pas
à l'unique affaire de Draymond Green. Mais de se dire, est-ce qu'on peut être champion avec Jordan Poole, responsabilisé, constant et tout. Et ils ont jugé que non. Forcé de reconnaître Qu'ils n'avaient pas tort. en tout cas, ça va prendre un moment à ce qu'il acquiert cette dimension. Voilà, c'est tout. Je lui souhaite, parce qu'il est en train de se perdre complet. Les attitudes, le machin, le si. Après, dans le jeu, tu vois des highlights. Lui, oui. Et il y a notamment aussi cette séquence là, qui a fait le tour un peu des réseaux sociaux où il laisse rouler le ballon. Il score sur la possession, mais il laisse rouler le ballon alors qu'il y a 10 points de retard au score et que le chrono tourne dans le dernier quart-temps à, il me semble, 3 minutes de la fin. Il est en train de se perdre. Ça, c'est compliqué quand même comme action. Il a grandi aussi pour partie, il faut le décharger de ça, une époque où les Warriors ont traversé un désert, où il est apparu, lui, comme un soleil, c'est le cas de le dire, et après, aux côtés, mais déjà au final, quand ils sont champions contre Boston, il fait des fins de carton, il fait des trucs, mais il est un peu trop sur l'extérieur, il n'est pas comme eux. Il n'est pas comme le gang. On parle de Draymond Green, on parle de tout le monde. Il n'est pas comme le gang de Steph Curry. Parce que c'est avec Curry qu'il faut que ça passe aux Warriors. Même s'il est paisible au possible, qu'il enquiquine personne, mais il veut pas de vagues. Voilà. Et bien c'est sur ces mots qu'on va terminer cette émission. Messieurs, je vous remercie beaucoup pour votre présence, votre disponibilité, Merci surtout. beaucoup. Et je vous souhaite une très très bonne émission dans NBA Extra. Et puis ensuite la NCA pour toi, Rémi. Les mercredis sont chargés. Grosse On se journée. régale. Un beau Tennessee Purdue. Voilà. Pour Avec découvrir Zakidi, le grand steak de 2,25 m là. Celui du Canada, là. C'est le tour du périph' pour en faire le tour. Ciao à tous. Bonne journée. Bye bye. Ce mec-là, il faut l'enfermer.